Notre invité ce matin, il est 8h36, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci de nous avoir réservé votre première prise de parole sur une longue émission de radio ou de télévision. Vous êtes porte-parole du gouvernement depuis quelques jours. Emmanuel Macron est en Afrique. Il est parti en Afrique, entre autres, pour rétablir la confiance entre la France, l'Europe et le continent africain. Mais comme le disait une étudiante hier qui était face à lui, la confiance est comme un timbre. Il ne colle pas deux fois. Il ne colle pas deux fois. La confiance ne colle pas deux fois. C'est-à-dire que on a fait confiance à la France et aujourd'hui on ne fait plus confiance à la France en Afrique. À l'ère du numérique, on va oublier les timbres et on va pouvoir reconstruire cette confiance. Oui. Vous dire que hier, il a donné le discours d'un jeune président à un jeune continent. Il l'a dit lui-même, il est d'une génération qui n'a pas connu le passé colonial, qui n'a pas connu cette histoire. On l'a connu à travers les livres. Un passé qui doit passer, a-t-il dit. Un passé qui doit passer. Il a eu l'occasion d'ailleurs de s'exprimer sur ces questions dans le cadre de l'élection présidentielle, et en disant que ce passé doit passer pour réconcilier les mémoires et pour permettre à l'Afrique de se projeter pleinement dans le XXIe siècle. Ce sera un continent central, global dans les questions du XXIe siècle. C'est un continent jeune. Il y a 450 millions de jeunes Africains qui, d'ici 2020, rentreront sur le marché de l'emploi. Il y a une société civile qui est en train d'émerger. Moi, je suis frappé. J'ai eu l'occasion, dans les fonctions que j'occupais à Bercy, de me rendre à plusieurs reprises en Afrique, de voir cette société civile, des entrepreneurs africains, faire le pari d'investir, d'innover, d'expérimenter, de créer, parfois associé d'ailleurs avec la diaspora africaine présente en France et qui investit aussi beaucoup là-bas. Il faut, je crois, et c'était le sens du message qu'a adressé hier le président de la République à cette jeunesse africaine, qu'elle prenne en main son destin. Elle a commencé à le faire. Et c'est sans doute le rôle de la France d'aider à l'émergence de cette société civile. La France et l'Europe, il aura l'occasion de le dire aujourd'hui. La française a du retard, a pris du retard, vous le savez bien. Il a pris un engagement. Bon, il a pris un engagement. 0,55% ça veut dire 6 du milliards PIB. en 5 ans. 0,55% du PIB, c'est l'engagement qu'il a pris. 6 milliards en 5 ans. Ça veut dire 6 milliards en 5 ans. Un C'est milliard l'engagement par qui a an. été pris. Un C'est milliard l'engagement par qui a an. été pris par le président de la Et qui République. sera tenu. Et qui sera tenu. Bien. À qui ira cette aide d'ailleurs? Alors, il l'a dit hier. L'aide publique au développement, il y a eu par le passé sans doute un usage pas toujours optimal de cette aide publique au développement. Parce que quand elle allait parfois au gouvernement, elle n'allait pas sans doute au bon endroit, où une partie de l'aide n'était pas totalement orientée et tournée vers finalement la destination qui aurait dû être la sienne. Donc c'est une aide au développement envers les populations, c'est une aide au développement aussi avec un sujet central pour l'Afrique. Quand on a un continent aussi jeune, c'est la question de l'éducation, c'est la question de l'éducation des jeunes femmes, pour permettre à cette jeunesse de prendre son destin en évitant la en main. corruption. Ce ne sera En pas facile. évitant la corruption, en évitant les phénomènes de détournement. C'est pour ça que s'appuyer sur la société civile, c'est ce qu'on a fait en France. Bien. Le glyphosate. Deuxième sujet important de ces derniers jours, renouvellement pour 5 ans, on est bien d'accord, décision européenne, au plus tard interdiction en France dans 3 ans, c'est bien cela. Alors le Bien ce que j'ai glyphosate, compris, parce que en écoutant les uns et les autres, je n'ai pas toujours bien compris. Heureusement que le président de la République est intervenu. le glyphosate, c'est le produit, le produit d'une époque. On l'a utilisé pendant 40 ans parce qu'on avait une agriculture intensive, productive. Bon. Quelle était la situation? Si la France n'avait rien fait, l'Europe aurait reconduit pour 10 ans. Nous avons mené le combat, nous avons posé le problème, nous avons mis les mains dans le cambouis. Nous avons dit à nos partenaires européens, il y a une difficulté avec ce produit. Nous sommes passés de 10 ans à 5 ans. 18 États membres, lundi soir à Bruxelles, se sont prononcés pour que cette reconduction se fasse sur 5 ans. Ça n'était pas le souhait français ni la position française. On souhaitait pouvoir aller plus vite, plus loin. Nous prenons acte du vote qui s'est tenu. Nous prenons acte du vote. C'est ce qu'a dit votre ministre de l'Agriculture. Il a dit qu'il prenait acte. Stéphane Travert a dit qu'il prenait acte. Il l'a redit. Il a eu l'occasion de le dire hier encore sur la chaîne de l'un de vos confrères. Dans un premier temps, il a dit je me félicite. Et donc, on prend acte de ce vote, ce sera 5 ans, très bien, mais que fait-on? On mobilise la recherche, on mobilise nos instituts de recherche, on mobilise l'INRIA et on mobilise surtout le monde agricole et les agriculteurs pour permettre de trouver
des produits de substitution. Il n'y aura pas d'interdiction s'il n'y a pas de substitution possible, que les choses soient très claires. Et il faut qu'on puisse aussi accompagner nos agriculteurs dans la transition de notre modèle agricole. C'est tout l'enjeu. Et c'est tout l'objectif aussi des États généraux de l'alimentation, de la deuxième partie des États généraux de l'alimentation. La première partie portait sur la création et la répartition de la valeur des grands distributeurs aux transformateurs jusqu'aux producteurs. Il faut demain que nous ayons une agriculture plus respectueuse de l'environnement, mais qui permette à nos agriculteurs, à nos paysans, parce que j'aime ce mot, à nos paysans de vivre décemment de leur travail. Dites-moi, n'est-ce pas un échec pour l'Europe, cette histoire de glyphosate? Voilà la Grande-Bretagne qui vote le prolongement, le renouvellement de l'autorisation, alors que dans 18 mois, la Grande-Bretagne ne sera plus en Europe, peut-être? Écoutez, en tout cas, il y a des négociations qui sont engagées dans le cadre du Brexit et la date est de mars 2019. Donc nous sommes même à un peu moins de 18 mois sur la sortie. Nous sommes en France. Nous ne pouvons pas fermer nos frontières. À nouveau, il y aura du glyphosate dans des produits importés. Il n'y aura pas de surtransposition. On l'a rappelé, mais la France est volontaire. Et la France, c'est aussi, l'Europe a aussi fonctionné avec des pays qui mettent les sujets sur la table, qui sont volontaires, qui vont convaincre les autres. C'est aussi comme cela qu'on fait avancer l'Europe, par des projets très concrets. C'est ce qu'a fait la France. Ça devait être 10 ans, là, ça a été ramené à 5 ans. Nous mettrons tous les moyens possibles pour permettre de trouver des éléments permettant de substituer l'usage du glyphosate. L'objectif, c'est d'avoir une agriculture qui utilise moins d'herbicides et moins de pesticides. L'Europe, les européennes, 2019, retour à des listes nationales ou pas? Alors, oui ou non? Le président de la République a reçu, vous le savez, l'ensemble des responsables des grands partis politiques. Le Premier ministre, Édouard Philippe, fait les dernières consultations ce matin. Il y a une volonté de pouvoir s'orienter, en tout cas, de discussion vers des listes nationales. La question qui est discutée avec les grands partis politiques, c'est justement la question de la circonscription. Comment est-ce que on va déterminer? Est-ce qu'on passe par des circonscriptions régionales ou par des listes nationales? Moi, je considère que l'Europe, c'est un sujet qui est au cœur de la nation française. Donc, le président de la République, dans le cadre de l'élection présidentielle, a assumé le positionnement européen qui est le sien, et il a sans doute été le seul. Vous vous souvenez de nos meetings, il y avait sans doute au moins autant de drapeaux européens que de drapeaux français qui flottaient dans les meetings de Emmanuel Macron, candidat. Et donc, la question de savoir si nous devons avoir des listes nationales est une question qui est assez centrale. Oui, qui est assez centrale. Donc, est-ce que vous êtes favorable, est-ce que le gouvernement est favorable à un retour des listes nationales? À nouveau, c'est les discussions. Je laisse le Premier ministre faire les annonces suite aux consultations qui sont faites ce matin. Faire le coup de tous les porte-paroles qui me disent et qui nous disent, mais la décision est déjà prise, Benjamin Griveaux. Vous ne pouvez pas me raconter des histoires. Je vais vous faire Jean-Jacques Bourdin. Oui ou non? La courtoisie républicaine. Les grands partis sont consultés ce matin à Matignon en présence du Premier ministre qui par le président de la République. Oui, et par le Premier ministre. La décision est déjà prise. Vous savez qu'il y a deux têtes de l'exécutif dans notre pays, le président de la République et le Premier ministre. Les partis sont reçus ce matin par le Premier ministre. Il aura une expression à l'issue de ces rencontres. Moi, j'ai reçu beaucoup de porte-parole de gouvernement. Et vous savez, l'art du porte-parole, c'est quoi? C'est de ne jamais répondre aux questions franches. Ça n'est pas vrai, je vous ai répondu sur Alors, je vous demande la question. Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que nous allons revenir à des listes nationales? À l'issue des rencontres qu'il a eues ce matin, s'il ne serait pas courtois de manière républicaine de donner la réponse avant même que les partis aient été consultés jusqu'à son terme. J'ai d'autres questions. Le redoublement autorisé à nouveau, volonté du gouvernement ou pas? Écoutez, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé sur le sujet. Il n'y est pas défavorable pour une raison simple. Vous y êtes favorable? Pour une raison simple. Un enfant qui échoue et qui commence à échouer tôt dans son parcours scolaire. C'est un enfant ensuite qui n'arrive pas à rattraper tout ce qu'on est en train de mettre en place, par exemple quand on divise le nombre d'élèves par 2 dans des quartiers difficiles. C'est pour faire en sorte que quand vous entriez au collège, vous puissiez disposer de la maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Si vous ne savez pas maîtriser ces savoirs fondamentaux à l'entrée au collège, ensuite vous avez une scolarité chaotique et avec des phénomènes de décrochage. On a 150 000 décrocheurs scolaires par an. C'est 150 000 gamins qu'on n'arrivera pas demain à intégrer sur le marché du travail, à leur permettre finalement de mener leur vie. Et donc, si le redoublement est une réponse pour des élèves qui connaissent des difficultés dès le plus jeune âge, il faut pouvoir y procéder. C'est aussi le rôle de l'école que de se dire... Donc oui, au retour du redoublement. Oui, pour cette raison-là, à savoir qu'il faut pouvoir que les enfants qui sortent
de l'école primaire maîtrisent les savoirs fondamentaux. C'est essentiel pour la suite. On ne peut pas construire l'économie de la connaissance, l'économie de la compétence et de l'innovation si on ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux. Les soins dentaires, les prothèses auditives, vous savez, ce sont des questions du quotidien importantes pour toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Reste à charge zéro, a Les dit, lunettes oui, les lunettes, prothèses auditives, soins dentaires, lunettes, reste à charge zéro, a dit Emmanuel Macron. Alors, comment faire? Comment assurer un remboursement à 100% à tous sans que les complémentaires santé augmentent leurs tarifs? Comment faire? D'abord, par une discussion avec l'ensemble des acteurs, c'est la première chose à faire, donc avec les complémentaires, avec l'assurance maladie, et puis aussi avec ceux qui produisent les prothèses. Je me souviens très bien de ce que le candidat Emmanuel Macron avait dit pendant la campagne. Vous avez par exemple en Allemagne des prothèses auditives qui coûtent 2 à 3 fois moins cher que les prothèses auditives qu'on trouve en France. Je suis pas certain que les prothèses auditives qu'on trouve en Allemagne soient de moins bonne qualité que les prothèses auditives qu'on trouve en France. De la même manière, sur les questions, par exemple, des lunettes, vous avez un phénomène qui a fait un peu d'inflation et vous avez aujourd'hui, des opérateurs qui rentrent sur ce marché de la lunette avec des prix très compétitifs, avec des lunettes de qualité. Donc c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut mettre autour de la table, à la fois les assureurs, les complémentaires, et puis ce aussi que vous allez faire, ceux qui produisent. C'est par la discussion, c'est par le dialogue. Vous savez, vous prenez pas de décision unilatérale. Si vous mettez les gens autour de la table, j'ai la faiblesse de penser qu'on est collectivement plus intelligent que quand on fait ça seul. Donc on part du réel, on part à la fois des questions d'assurance et de complémentaires, mais aussi des producteurs. L'emploi à domicile, est-ce qu'on n'en parle plus de l'emploi à domicile? C'est dommage. Est-ce que le particulier employeur va bénéficier de l'avantage fiscal l'année où la dépense est engagée? C'est important, important. Alors, je n'ai pas de réponse à votre question, donc j'aurai l'occasion. Mais à Bercy, ça relève aussi du projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc j'aimerais éviter de vous donner un élément qui serait factuellement faux, mais je vous assure. C'est un engagement, pardonnez-moi. Oui, c'était un engagement, mais je rappelle que il y aura aussi une revalorisation pour ça, pour les emplois à domicile. Est-ce qu'il sera tenu, cet engagement? Oui. Écoutez, les engagements que nous avons pris jusqu'à présent, nous les avons tenus. C'est sans doute ce qui fait aussi la différence avec ce que nous avons pu observer ces 15 ou 20 dernières années, c'est que l'ensemble des engagements qui ont été pris, que ce soit sur la modification du marché du travail, sur les modifications qui sont intervenues dans le cadre du projet de loi de finances, sur la fiscalité du capital, ou sur d'autres éléments qui ont été mis en place depuis le début de ce quinquennat, ces 6 premiers mois ont été très actifs. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été votés à l'Assemblée, beaucoup de textes qui ont été pris, beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Pas de raison que nous nous arrêtions en si bon chemin. Alors j'ai 2 questions, l'encadrement encore, des questions concrètes, l'encadrement des loyers, vous avez vu... Nous ferons appel de la décision du tribunal si c'est la question que vous me posez. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à Lille? Nous allons faire appel à Paris. Ça fait 1 mois et demi qu'à Lille... Vous savez que les périodes d'appel, on peut encore faire appel, donc je ne sais pas ce que nous déciderons à Lille, mais en tout cas nous ferons appel à Paris. Vous ferez appel à Lille, pas sûr, mais à Paris certainement. À Paris certainement, nous ferons appel. À nouveau, je n'ai pas la réponse à votre question, mais je vous réponds pour Paris. Nous ferons appel à Paris pour une raison simple, c'est que vous avez connu une inflation des loyers très importante à Paris depuis 15 à 20 ans, que ça devient difficile pour les classes moyennes de pouvoir se loger à Paris, y compris avec des salaires, même pour des classes moyennes supérieures, avec des salaires qui sont importants. Quand vous avez par exemple un couple avec 2 jeunes enfants, pour se loger à Paris, ça devient extrêmement compliqué. Paris ne peut pas être une ville qui se gentrifie et réservée à quelques-uns. Donc pour cette raison-là, nous ferons appel de la décision du tribunal. Notre-Dame-des-Landes, décision du gouvernement après le 12 décembre, si j'ai bien compris. Non, après le 13 décembre, puisque le rapport sera remis le 13 décembre. Au lendemain soyons précis. Au lendemain, vous avez le sommet climat le 12 décembre. Le rapport sera remis des 3 experts, puisque les médiateurs avaient été nommés sur ce dossier. Ils remettront leur rapport le 13 décembre au gouvernement et nous prendrons la décision rapidement suite à la remise de ce rapport. Il nous faudra l'analyser, avant la fin de l'année, l'expertiser rapidement, vraisemblablement avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, avant fin décembre. Bien, un petit mot sur le réaménagement du gouvernement, parce que ça a choqué beaucoup de nos auditeurs, je peux vous le dire. Olivier Dussopt, qui était député socialiste de l'Ardèche, qui a été nommé secrétaire d'État chargé de la fonction publique, en 6 jours, il vote d'abord contre le budget du gouvernement, et 6 jours après, il est au Sénat, il défend le budget du gouvernement. Franchement. Alors, mettez-vous à la place de l'électeur, du citoyen. Est-ce qu'il peut comprendre cela? Olivier Dussopt était, quand il était à l'Assemblée nationale, membre du groupe Nouvelle Gauche.
anciennement le Parti Oui, Socialiste, si je le résume pour les auditeurs, qui n'auraient pas suivi les changements de nom un peu parfois compliqués qui interviennent dans les groupes politiques du Parlement. Bon, il était membre de ce groupe, il a fait preuve de loyauté vis-à-vis du groupe et il a suivi la discipline du groupe. C'est aussi simple que cela. Olivier Dussopt, je le connais depuis longtemps, c'est un élu local, c'est un élu d'une petite ville, il a été l'un des plus jeunes maires de France, à Nonay, dans l'Ardèche. Il a été en responsabilité à l'association des maires des petites villes de France et c'est quelqu'un qui a toujours, moi dans les échanges que j'ai eus, puisque j'étais à l'Assemblée nationale et j'ai défendu le projet de loi de finances du gouvernement. Il a toujours été dans un ton très mesuré, il a toujours été dans un ton très... Contre, alors je ne sais plus si on peut utiliser le terme, très constructif à l'égard du gouvernement. Il n'a jamais été dans l'invective, il n'a jamais été dans l'attaque. Il a voté contre. Il n'a jamais... Oui, mais vous savez, vous pouvez aussi... Il a voté contre les ordonnances de la loi travail. Vous pouvez aussi avoir des propos mesurés. Moi, je me réjouis qu'il fasse partie du gouvernement et j'observe quelque chose. Vous pouvez voter contre le lundi et approuver la semaine d'après, quoi. Vous suivez la discipline du groupe parlementaire auquel vous appartenez, ce qui est plutôt bon signe sur la loyauté qu'il aura à l'égard du gouvernement, dont aujourd'hui il portera la politique sur l'ensemble des sujets. Mais ce que j'aimerais dire, au-delà de ce, n'est pas dévalorisé pour porter la politique, au-delà de ce cas individuel, que se passe-t-il? Au fond, depuis 30 ans, un gouvernement, immanquablement, après une élection, réduit son socle politique. Il se recroqueville sur lui-même. Il ferme les écoutilles. Il a ses frondeurs, etc. Et là, que se passe-t-il? Pour la première fois, depuis 30 ans, un gouvernement en place et aux affaires depuis 6 mois élargit son socle politique. La recomposition politique n'est pas terminée dans notre pays. Ce qui a été engagé au moment de l'élection présidentielle n'est pas terminé. Et nous, on veut prendre les gens de bonne volonté, qui ont des bonnes idées, qui ont fait leurs preuves. Et c'est le cas d'Olivier Dussopt sur les sujets dont il a été en responsabilité, notamment auprès des maires des petites villes de France. Je termine avec la télévision publique. Est-ce que vous regardez Envoyé spécial ou Complément d'enquête? Vous aimez ces deux émissions? Alors, je vais vous dire, pour rien vous cacher, je regarde quand vous pouvez. Quand je peux, un peu moins depuis 6 mois. Si je suis totalement honnête et transparent avec vous, Motion de défiance contre Delphine Ernotte. Pourquoi s'attaquer à l'investigation? Moi, je comprends pas très bien. Alors, je n'ai pas moi à commenter les décisions. J'ai compris suite à la journée d'hier que ces émissions allaient être maintenues. Moi, je suis même pour si que les effectifs vont être un peu réduits. Je suis pour, et je l'ai toujours été, que l'investigation puisse se faire dans la presse écrite, comme sur les médias radiophoniques ou télévisuels. Je trouve que, par exemple, les Panama Papers, c'est un travail utile qui est fait, de transparence pour notre démocratie. Et moi, absolument indispensable. Donc vous ne me trouverez jamais derrière les censeurs, jamais derrière la police de la pensée. Il est heureux et il est souhaitable que des émissions d'investigation puissent faire leur travail et présenter... C'est un message envoyé à la présidente de France Télévisions. Mais écoutez, on est aujourd'hui dans une hyper-démocratie. Moi, je suis content qu'on ait des médias qui permettent de débattre démocratiquement dans notre pays. Bon, regroupement des sociétés au sein d'une holding, j'ai vu ça, parce que Emmanuel Macron, candidat, a promis de réorganiser l'audiovisuel public. Il le fera. Les discussions là-dessus, à nouveau, doivent s'engager. C'est le rôle de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, de mener ces discussions. Mais à nouveau, rien ne doit être interdit. Il faut rien s'interdire intellectuellement sur tous les sujets. Si on se dit qu'il ne faut rien changer de ce qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans, écoutez, on n'a qu'à laisser l'administration procéder. Ça n'est pas le cas, vous l'aurez compris. Nous avons des ministres, y compris ceux dont on disait issus de la société civile, seront-ils de bons politiques? Eh bien moi, quand je regarde les résultats obtenus par Jean-Michel Blanquer, par Agnès Buzyn, par Frédérique Vidal, par Françoise Nyssen dans leurs domaines respectifs, je suis heureux qu'on ait des ministres issus de la société Françoise civile. Nyssen qui dépose plainte d'ailleurs. Par Marlène Schiappa également, que vous avez eu l'occasion de recevoir. Qui dépose plainte contre X, tout cela parce qu'un journal a sorti des informations sur l'audiovisuel public. Assez inquiétant. Non, je vais vous dire une chose. Ce qui est inquiétant, c'est que quand vous êtes dans votre équipe et quand vous faites votre conf de rédac le matin ici, si les documents que vous avez, vous voyez les papiers là que vous avez, ça, si vous les retrouvez, ça c'est vous, c'est moi, c'est mon travail. Ça c'est votre travail. Si ça se retrouve demain matin dans la presse, dans le journal ou sur Internet avec vos notes personnelles, c'est assez désagréable. Donc il faut qu'on puisse travailler en confiance. Les ministres avec leur administration et leur cabinet, c'était un document de travail qui est sorti et il n'est pas souhaitable pour le coup que les documents de travail circulent parce que, à nouveau, il faut que le débat se fasse quand les termes ont été adoptés par le gouvernement et c'est ça qu'on met sur la place publique, pas des documents de travail. Moi j'ai une information à vous donner pour terminer. Finalement, je vous écoute. On va boucler la boucle. L'exécutif va proposer un retour aux listes nationales en 2019. Écoutez, qui annonce cela? Vous voyez,
qui annonce Je cela? ne sais pas, puisque vous avez Alors, vous avez ça qui sous peut les annoncer yeux cela? et je n'ai pas Benjamin encore la Griveaux. capacité à Non. lire dans vos Non. yeux qui annonce cela. Alors, eh bien, voilà. Donc, ça sera vous confirmé. Dites-moi qui annonce cela. Jean-Christophe Lagarde, qui vient d'être reçu par Édouard Philippe. Écoutez, si Jean-Christophe Lagarde a compris cela de l'échange qu'il a eu avec Édouard Philippe, je n'ai pas raison de contredire Jean-Christophe C'est que Lagarde. c'est la vérité. Vous voyez, il est important de laisser les grands partis rencontrer l'exécutif. C'est la vérité. Il est important de laisser les grands partis rencontrer l'exécutif pour avoir la décision. Qu'est-ce qui vous gêne? Ça ne me gêne pas. Je trouve que Jean-Christophe Lagarde a dit la vérité. A rencontré le Premier ministre. Les autres grands partis le feront ce matin. Bien, merci. Je vous remercie. Merci Benjamin Griveaux.